Donc maintenant, Daria Saborava, c'est à toi, tu peux te présenter. Alors, bonjour, le titre initial de ce forum, il me semble, c'était « Quel nouvel internationalisme ?» Et en fait, aujourd'hui, si on se demande à quoi est-ce que devrait ressembler un nouvel internationalisme, c'est que il semble acquis depuis le début de la guerre en Ukraine qu'on est entré dans une époque géopolitique nouvelle et que cette époque géopolitique nouvelle appellerait peut-être pas une révision des principes, mais en tout cas la révision de la stratégie qui présidait jusque-là nos mouvements de solidarité avec les luttes des exploités et des opprimés du monde entier. Donc cette nouvelle époque, ça serait celle d'un monde multipolaire où l'alliance entre les pays comme la Russie, l'Iran et la Chine oserait désormais contester directement sur le champ de la bataille l'hégémonie longtemps indiscutée des États-Unis. Donc certains à gauche s'en réjouissent puisqu'ils y voient un déclin, ne serait-ce que relatif, d'un seul impérialisme qu'ils étaient habitués de combattre jusque-là, à savoir l'impérialisme occidental. D'autres, en voyant que les budgets militaires des pays occidentaux montent en flèche, dans un contexte de consolidation de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine, craignent au contraire l'ouverture avec cette guerre d'une longue phase de confrontation militaire accompagnée d'une prolifération des régimes réactionnaires, répressifs, y compris dans les pays de ce continent qui aiment encore, malgré de nombreuses preuves du contraire, se présenter comme le dernier refuge des droits de l'homme et de la liberté. Dans les deux cas, en fait, du point de vue strictement géopolitique, la poursuite de la résistance du peuple ukrainien aux forces de l'occupation, avec le soutien militaire occidental, semble représenter une menace, puisque si cette résistance réussit, elle mènerait au renforcement de l'hégémonie américaine. Si la guerre s'enlise, ça serait la nouvelle course à l'armement qui ne promet rien de bon pour la classe ouvrière qui devra en payer le prix. Donc la seule chose que l'on peut alors souhaiter, semble-t-il, c'est la conclusion la plus rapide d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, impliquant des concessions territoriales et les gages de neutralité de la part de cette dernière. Donc si on adhère en fait à cette analyse géopolitique, on peut voir que c'est aussi assez raisonnable. On peut penser que c'est aussi assez raisonnable du point de vue d'une conception abstraite de l'internationalisme prolétarien, qui dit que, quel que soit le côté duquel on se situe, la guerre est toujours l'affaire de la bourgeoisie. Les prolétaires des deux côtés, en fait, devraient toujours souhaiter la paix, quelles que soient les conditions de cette paix. Donc, à la limite, on pourrait encore admirer la lutte courageuse et désespérée du peuple ukrainien s'il se battait avec leurs propres moyens. Donc, comme dans ces images qu'on a vues au début de la guerre avec les gens qui sortent pour essayer d'arrêter les chars avec les mains nues. Donc, bien sûr, quand on voit ces gens à bord des Léopards ou des Césars, cette lutte perd une grande partie de son charme. Donc, ce que l'on nommait pourtant, quand on adhère à cette analyse purement géopolitique de la situation, c'est d'abord l'épaisseur des rapports historiques entre la Russie et l'Ukraine, d'une part, et aussi toute l'épaisseur des rapports de classe au sein des deux sociétés et du rôle que la guerre joue dans la crise interne du régime poutinien, qui a déjà été très contesté au début des années 2010. Et donc, si ce n'est qu'en omettant justement ces deux éléments que l'on puisse s'imaginer qu'il soit possible de retourner en arrière, donc comme si cette guerre n'avait pas lieu, et qu'un accord de paix sans le retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien puisse mettre une fin définitive à cette guerre. Mais là, on fait aussi un pari très dangereux, en fait, sur les perspectives des mouvements sociaux, syndicaux, antiracistes, écologistes, féministes ici, dans le contexte du monde multipolaire. Puisque si le régime poutinien sort renforcé de cette guerre par un accord qui entérine le rattachement des territoires occupés à la Russie, c'est non seulement toute la région qui plongerait sans aucun doute dans une réaction la plus profonde, avec un renforcement généralisé des régimes nationalistes, autoritaires et militaristes, ce pourquoi d'ailleurs la gauche russe
non stalinistes et la résistance féministe anti-guerre soutiennent résolument la résistance armée ukrainienne. Mais il est aussi plus que probable que de l'autre côté de la barricade, c'est avant tout l'extrême droite qui profite de la situation. Et il n'est pas un hasard si le Rassemblement national en France et une bonne partie des républicains aux États-Unis s'opposent au soutien à l'Ukraine. Donc il me semble qu'il est important d'avoir en tête ce scénario-là, puisque l'internationalisme, ce n'est pas seulement des considérations morales, c'est aussi la question des intérêts et de stratégie. Mais alors, en quoi est-ce que devrait ressembler l'internationalisme dans ce contexte? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux et plus que des dizaines de gouvernements néolibéraux qui soutiennent déjà l'Ukraine, à la fois sur le plan militaire et humanitaire? Car d'une certaine façon, leur soutien est aussi un internationalisme. Donc l'Europe a ouvert ses frontières aux réfugiés ukrainiens. Il y a beaucoup d'aide humanitaire qui est envoyée. L'aide militaire a déjà dépassé les 150 milliards d'euros. Mais justement, il faut souligner que cet internationalisme-là est un internationalisme réactionnaire. Donc c'est un internationalisme sélectif, hein, puisqu'il prétend s'émouvoir du sort des femmes blanches originaires d'Ukraine, tout en laissant mourir les autres dans la Méditerranée. C'est un internationalisme intéressé, puisqu'en fait ces femmes ne font qu'intégrer les couches les plus précarisées des travailleurs dans ces pays. Et c'est aussi un internationalisme conditionnel, puisque les mêmes institutions européennes et américaines qui financent les programmes humanitaires exigent ensuite de l'Ukraine qu'elle poursuive les réformes structurelles afin de faciliter l'accès du capital étranger à ses ressources naturelles et à sa force de travail bon marché. En gros, c'est un internationalisme capitaliste, raciste, sexiste et écocide. Donc, en soutenant l'Ukraine, il ne s'agit pas pour nos organisations de s'aligner sur cet internationalisme-là. Il s'agit au contraire de renforcer les forces sociales en Ukraine qui, en temps de guerre comme en temps de paix, pourront se dresser contre les atteintes aux droits des travailleurs, au démantèlement des services publics et au pillage de l'environnement. Dans le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, nous avons organisé plusieurs actions de ce type, en participant aux convois syndicaux, en faisant des collectes d'argent pour des collectifs féministes, anarchistes de gauche et aux organisations des classes populaires. Il s'agit ensuite, bien sûr, de lutter contre son propre impérialisme, mais alors trop de gens à gauche pensent que, malheureusement, que lutter contre l'impérialisme occidental en Ukraine, ça veut dire s'opposer à la livraison des armes. Ce qui revient en fait à souhaiter la capitulation de la résistance ukrainienne. En fait, l'impérialisme occidental en Ukraine, il n'est pas militaire, il est avant tout économique. Donc si l'on souhaite de lutter contre cet impérialisme-là, il faut amplifier la campagne lancée par le RÉSU pour l'annulation de la dette ukrainienne. Enfin, dernière question que je voudrais évoquer, qui me semble très importante, c'est celle des liens internationalistes que l'on peut tisser entre militants ukrainiens et leur soutien, avec des luttes anti-impérialistes dans d'autres parties du monde. Donc contrairement à leur internationalisme, il faut refuser de faire de la question ukrainienne une question exceptionnelle, en mettant concrètement la résistance ukrainienne en rapport avec d'autres luttes. Il est vrai que jusqu'à maintenant, les liens étaient le plus faciles à établir avec les communautés qui voient immédiatement qu'on se bat contre l'ennemi commun. Donc c'est le cas de la communauté syrienne qui, dès les premiers jours, s'est mise à organiser des convois humanitaires en Ukraine, ou encore la communauté iranienne, dont les manifestations contre le régime ont dans des mains endroits convergé avec des manifestations de soutien à l'Ukraine. Donc pour ce qui est des solidarités potentielles avec d'autres luttes, un des grands obstacles, c'était bien sûr la pensée campiste, qui voudrait que l'on ne puisse pas, par exemple, être en même temps du côté des Ukrainiens et du côté des Palestiniens, parce que les États-Unis soutiennent les premiers, alors qu'ils participent à l'oppression des seconds. Mais il ne s'agit pas, bien évidemment, de tout réduire à l'idéologie. Donc quand c'est dans sa chair qu'un peuple a vécu des décennies d'exil et d'occupation, dans une indifférence quasi totale de la communauté internationale, il est difficile de s'attendre à ce que ce peuple et les militants qui le soutiennent se rangent spontanément du côté de la lutte qui semble bénéficier d'un soutien unanime de ces mêmes puissances qui ont systématiquement bafoué son droit à l'autodétermination. Mais si on regarde comment des millions de personnes vivent la guerre et l'occupation au quotidien, il devient évident qu'en Ukraine comme en Palestine, sans bien évidemment dire que c'est des causes complètement identiques,
Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'expériences collectives qu'on partage. D'une part, l'expérience de l'insécurité à cause des bombardements permanents, l'expérience de l'occupation qui prive les gens des droits élémentaires et qui les expose aux pires abus et violences, la douleur de l'exil, le deuil, mais aussi l'expérience de la résistance qui redonne le sentiment de dignité et qui est porteuse d'espoir. Quoi que nous disent les responsables ukrainiens sur la défense des valeurs européennes, sur la nécessité de construire l'État-nation ukrainien et les frontières comme symbole de cette souveraineté nationale, ce n'est pas de ça dont il s'agit pour l'immense majorité des Ukrainiens. Il s'agit de défendre leurs terres comme ancrage des liens sociaux, comme lieu de vie et de mémoire. Et plus que quiconque, les Palestiniens et les Ukrainiens peuvent se comprendre sur la question de la paix juste. Comme les accords d'Oslo, une nouvelle version des accords de Minsk n'apportera pas la paix en Ukraine tant que persiste l'occupation. L'internationalisme est voué à l'échec si l'on doit attendre une parfaite égalité de conditions ou l'existence d'une seule superpuissance mondiale oppressive pour faire front commun. Le capitalisme produit et se nourrit sans cesse de ces inégalités, de même qu'il produit la concurrence intercapitaliste. Au lieu donc d'attendre ce moment qui n'adviendra jamais, c'est à nous et maintenant de créer ces solidarités qui ne peuvent que renforcer nos causes respectives. Merci.